L'arbre à palabre. L'arbre à palabre. Jeunes de Côte d'Ivoire, votre émission de débat constructif parce qu'il vaut mieux débattre que de se battre. L'arbre à palabre, une production du Studio Mosaïque, réalisée avec l'appui de Deutsche Welle Academy, financée par la coopération allemande. Bonjour amis jeunes, bienvenue à l'Arbre à Palabre. Je suis Abraham Dientea, accompagné de mes collaborateurs Jennifer Ollier, Sarah Michel et Ange Niaoré pour mener cet entretien. Bonjour à vous amis collaborateurs et collaboratrices. Bonjour Dientea. Bonjour Dientea. Voilà, en ce jour, nous recevons Monsieur Arnaud Goï, responsable de la formation et de l'idéologie du leader Liberté et démocratie pour la République. Bonjour à vous, Monsieur Arnaud Goï. Bonjour Abraham, merci de l'invitation. Pas de quoi. Avec vous, nous parlerons des questions d'éducation et de formation jeune, du chômage, de l'immigration clandestine et des prochaines élections présidentielles de 2020. Voilà, sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet avec ce premier axe concernant cette émission et ça sera avec ma consoeur Jennifer Ollier. Voilà. Merci bien Abraham. Alors, Monsieur Goï, avec vous, on va parler tout d'abord de la formation et de l'éducation. Alors, selon l'UNESCO, la majorité des personnes qui ont le niveau 3e en Côte d'Ivoire ne savent pas bien lire et écrire. Alors, et pourtant, ce sont ces personnes-là qui se retrouvent au CAFOP et en train d'enseigner nos jeunes frères ou bien même se retrouvent dans l'administration. Alors, qu'est-ce que le leader propose pour améliorer la qualité du personnel éducatif ? Merci. Le constat va plus loin que cette simple observation de l'UNESCO. Le constat et le bilan de l'école en Côte d'Ivoire, malheureusement, n'est pas du tout reluisant. Premièrement, non seulement pour ce que vous avez dit, la qualité de la formation fait défaut, puisque nos élèves, que ce soit du primaire ou du secondaire, ont de plus en plus de mal à calculer, à écrire, à s'exprimer, etc. Cela est en partie dû au changement continu de systèmes, de mécanismes d'enseignement. Mais au-delà de cela, il y a d'autres problèmes qui minent l'école. Il y a la qualité des enseignants, il y a la qualité des structures qui accueillent les enfants, parce que chaque année, le ministère de l'Éducation nationale produit un rapport dans lequel il fait la synthèse de l'ensemble des équipements, des enseignants, etc., au niveau de l'école primaire et secondaire. Lorsque vous lisez, vous vous rendrez compte que plus de 60% des établissements en Côte d'Ivoire n'ont pas d'eau, n'ont pas de courant. Plus de 75% des établissements primaires n'ont pas d'accès à des toilettes, etc. Et puis, je ne parle même pas encore de salles d'informatique, etc. Donc, des choses qui sont aussi basiques qu'avoir des tables-bancs, avoir de l'eau, avoir de l'électricité, avoir une prise simplement dans une classe est encore un défi alors que l'on est à l'aune de l'émergence. À côté de cela, il y a ce que l'on apprend même à l'école, parce que près de 20% des élèves qui sont inscrits à l'école primaire ne feront pas d'études supérieures. Ça veut dire qu'on a 80% des élèves qui vont... Avant de continuer, ma question était de savoir qu'est-ce que vous proposez pour améliorer la qualité des acteurs clés du système éducatif, précisément des enseignants. Après, on va aborder la question des infrastructures et même du système éducatif. Alors, la première chose à faire, en tout cas pour nous à Leader, c'est mettre un accent particulier sur le recrutement des enseignants, la formation des enseignants et surtout la formation continue des enseignants. Le recrutement des enseignants ne doit plus se faire dès le lycée, c'est quelque chose qui est complètement inacceptable. Il faut des études au moins post-bac pour pouvoir espérer enseigner déjà à l'école primaire. Deuxièmement, il faut faire un audit pour mettre en relation le nombre d'inspections et le nombre de conseillers pédagogiques dont a effectivement besoin l'éducation nationale pour que la formation continue puisse être assurée efficacement, parce que tous les enseignants malheureusement ne suivent pas de formation continue et n'ont pas d'inspecteurs pédagogiques qui suivent la formation. Alors, au sortir de l'université ou bien même des collèges, les étudiants se heurtent très souvent, ce n'est plus un secret pour quelqu'un, ces étudiants se heurtent à l'inadéquation entre leur formation et le marché de l'emploi. Qu'est-ce que vous proposez aussi pour le capital jeunesse ? Ce n'est pas seulement les étudiants qui se heurtent qui sont freinés par... Les jeunes en général, en tout cas. Les jeunes en général, puisqu'il y a des personnes qui sont déscolarisées dès le lycée. Elles représentent 80% de ceux qui sont scolarisés au primaire. Donc, la première réforme que l'idée entend mettre en œuvre, c'est d'introduire les métiers manuels
dès le primaire et le lycée. Il y a un ordre d'intégration de ces différents métiers-là. En Côte d'Ivoire, on a plus de 200 métiers dans l'artisanat qui sont complètement inconnus. Donc, l'on entend introduire ces métiers pour que celui qui s'arrête en 4e, en 3e, plutôt que de n'avoir que de vagues notions en histoire, géographie, anglais, puisse avoir une formation professionnelle pour s'insérer dans la vie. Deuxièmement, au niveau des universités, il y a une question de gestion des universités. Si les formations universitaires ne correspondent pas forcément au marché de l'emploi, c'est en partie dû au manque de variété, de type de formation que l'on a à l'université. Il faut absolument faire un audit des métiers avec le patronat et puis permettre que le patronat puisse être introduit dans les conseils d'administration des différentes universités afin que non seulement les disciplines qui sont enseignées soient adéquates vis-à-vis du marché de l'emploi, mais aussi que les filières même qui seront initiées correspondent à ce que demande le marché aujourd'hui. J'ai vu dans certains pays ici en Afrique où à l'université, il y a des facultés de ferronnerie. Les gens font des masters en ferronnerie parce qu'ils savent qu'ils auront besoin d'usines où il faudra faire des chevreaux, du fer, etc. Ils font des masters en fonction de ce dont ils ont besoin. Avant, dernière question pour finir. Élèves, enseignants, tous font la grève. Et même cela souvent débouche sur des violences scolaires, on va dire ça comme ça. Alors, quelles solutions régaliennes vous proposez pour pallier à cette gangrène qui dure depuis des années ? Les grèves sont dues à une variété de facteurs. Les grèves au niveau du primaire ne sont pas les mêmes que celles au niveau du secondaire, ne sont pas forcément les mêmes que celles au niveau du supérieur. La première chose à instaurer, c'est un véritable dialogue social, éducatif. Parce que si vous n'avez pas de dialogue et que vous gouvernez par décret, que vous devez simplement faire appliquer aux enseignants et à l'ensemble des acteurs du système éducatif, c'est clair que ça ne va pas marcher. La première chose à faire, c'est d'abord instaurer un dialogue. Deuxièmement, au niveau de l'université, par exemple, les grèves, notamment des enseignants, tournent surtout autour des heures complémentaires. Les enseignants à l'université ont un volume horaire et au-delà de ce volume horaire, les heures qu'ils font sont des heures complémentaires. Si vous ne traitez pas ces différentes questions des heures complémentaires-là, c'est clair que vous serez toujours dans le mur. Pour nous, à Leader, la première chose à faire, c'est de régler les arriérés d'heures complémentaires que réclament les enseignants. Et puis, deuxièmement, régler la question de l'inscription à l'université, parce que les enseignants de l'université n'ont pas la même base de calcul des heures complémentaires que ceux de l'administration, qui prennent en compte ceux qui sont effectivement inscrits, alors que les enseignants prennent en compte ceux qui sont en face d'eux. Donc, il faut faire correspondre le nombre d'étudiants dans les amphis au nombre d'étudiants effectivement inscrits. Pour cela, il faut une réforme dans le milieu universitaire. Cela freinera les grèves, en tout cas, en milieu universitaire. Dernière question pour finir avec vous, pour finir en tout cas avec l'éducation et la formation, effectivement. Donc, vous avez parlé de la précarité des infrastructures scolaires. Quelles solutions vous prévoyez ? Ah ben absolument, il faut absolument que l'État se dote des moyens pour pouvoir donner les mêmes chances à tout le monde. Vous ne pouvez pas demander à un élève qui est à Sainte-Marie de compétir avec un élève de mon village où il n'y a même pas d'eau et de courant. C'est absolument pas normal. L'école, il doit avoir un standard de l'école et c'est l'un des chevals de bataille de Leader, c'est qu'on doit standardiser l'école. On ouvre une école primaire que lorsqu'on a 6 salles de classe, 3 bureaux, une salle de sport, une bibliothèque, si on n'a pas ça, on n'ouvre pas une salle de classe, mais on n'ouvre pas des appartements pour faire croire que on a ouvert 35 000 salles de classe en combien d'années. Donc pour nous, il faut être extrêmement rigoureux sur la définition de ce que l'on appelle l'école. Deuxièmement, il faut mettre à contribution les entreprises. Il y a ce qu'on appelle la responsabilité sociétale d'entreprise. Il faut permettre des allègements fiscaux pour les entreprises qui investissent non seulement dans la création d'écoles, mais également dans l'équipement des bibliothèques, des salles informatiques notamment. Et puis il faut que l'État se dote des moyens. Il y a suffisamment de partenaires qui investissent dans le domaine formation et éducation en Côte d'Ivoire. Plutôt que de commander des tables en Chine, on pourrait peut-être économiser en investissant ici avec des artisans locaux. On aurait beaucoup plus de tables blancs et puis beaucoup plus de toilettes pour nos enfants. Merci bien, M. Goï, d'avoir répondu à mes questions. D'accord. Il y a une ingénierie de M. Ingénierie sur ce point d'éducation et de formation. Merci, Abraham. Votre leader, Mamadou Coulibaly, était aux affaires au cœur du régime Babo durant 10 ans presque. Aucune loi, on ne lui connaît aucune loi, non seulement sur l'éducation, mais par ailleurs. Au niveau de l'éducation dont on parle, je veux savoir, aujourd'hui concrètement, il parle, chaque fois, il y a le GD de Coulibaly, il ne parle jamais d'éducation.
Qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez peut-être pas suivi tous les jeudis puisqu'il a 2-3 reprises déjà parlé d'éducation. Et deuxièmement, on est dans un régime présidentialiste selon certains constitutionnalistes et politologues, où ce n'est pas le président de l'Assemblée nationale qui décide. Celui qui conduit la politique de la nation, c'est le président de la République. C'est reconnu par la Constitution. La même Constitution dit qu'il est habilité à proposer des projets de loi. Si vous êtes président de l'Assemblée nationale, vous avez une voix au Parlement, et si vous n'êtes pas suivi par votre groupe parlementaire, vous ne pouvez initier aucune loi. De 2002 jusqu'à 2010, le programme de l'Assemblée nationale était principalement un programme de sortie de crise. Le professeur Coulibaly, dans les discours d'orientation de l'Assemblée nationale, a plusieurs fois proposé un certain nombre de réformes, notamment au niveau de l'école. Vous pouvez revoir les discours d'ouverture de l'Assemblée nationale. Il n'a pas forcément... L'auditeur, le téléspectateur nous regarde et lui, il n'a pas consulté les archives. Il n'a pas forcément été suivi. Ce que je voudrais vous dire, c'est qu'il faut placer les choses dans leur contexte, puisque vous parlez du professeur Coulibaly. Vous ne lui ferez pas un procès de ce qu'il ne pouvait pas faire. Ce qu'il pouvait faire, c'était proposer des lois, contrôler l'action du gouvernement, et c'est ce qu'il faisait. La dénonciation des déviations du régime. Il a même demandé au procureur de la République d'instruire contre monsieur Tagro dans le temps, alors que c'était quand même un ténor du régime. Voilà le rôle du député, c'est de contrôler l'action du gouvernement. Si en revanche on change de constitution, comme le propose l'idée, qu'on passe à un régime parlementaire, à ce moment, le parlementaire sera en camisole de force pour aller beaucoup plus loin dans son contrôle et dans son action dans l'État. D'accord, donc c'est entendu sur ce point de l'éducation et de la formation au niveau des jeunes en Côte d'Ivoire. Nous allons aborder un autre point, celui du chômage des jeunes en Côte d'Ivoire. Et donc, selon un rapport du Centre de recherche microéconomique du développement, 9,6% des jeunes de 15 à 35 ans sont au chômage contre 12,2% pour les diplômés du secondaire et 17,1% pour les diplômés du supérieur. Et donc, face à ce constat, quelle politique du leader pour réduire le taux de chômage en Côte d'Ivoire chez les jeunes? Alors, il y a une variété de mesures à leader qui devraient contribuer à la réduction du taux de chômage. Il y a d'autres statistiques également qui donnent d'autres chiffres, 2% selon le ministère et l'étude de l'INS. Mais lorsque vous regardez, 93% des travailleurs en même temps sont dans le secteur informel, donc ne sont ni déclarés, etc. La BAD estime que près de 90% des personnes en Côte d'Ivoire sont en situation de chômage ou en emploi précaire ou sous-emploi. Donc la situation est beaucoup plus inquiétante que ça, et c'est ce qui justifie les différentes réformes des leaders. Premièrement, la réforme de l'école, l'introduction des métiers dès le primaire et le secondaire permettra aux jeunes d'avoir les armes professionnelles pour pouvoir s'insérer dans la vie. Deuxièmement, l'autre réforme des leaders, c'est la déréglementation au niveau de la création d'entreprises. L'on a avancé en Côte d'Ivoire dans les chiffres du Doing Business, notamment par la création de CPC, mais on n'est pas forcément très avancé en termes de création d'entreprises, d'accompagnement d'entreprises et d'exonération fiscale pour les jeunes entrepreneurs. Ce sont des chantiers sur lesquels va travailler Leader pour que l'on ait moins de mal à créer une entreprise. Troisièmement, il y a une négociation avec les banques qui est absolument nécessaire, parce que nos banques ne financent pas, elles ne prennent pas de risques. Or, l'activité bancaire se définit justement par la portée du risque que l'on prend. Pas des risques immesurés, mais tout au moins des risques pour pouvoir accompagner les jeunes entrepreneurs. Steve Jobs a bénéficié d'un prêt et c'est ce qui lui a permis de créer Apple et puis tout ce qu'on connaît. Donc, il faut rediscuter avec les banques justement pour pouvoir revoir le contrat que nous avons Parlons d'insérer des métiers dans la formation. Est-ce que cela n'est pas déjà fait quand on sait qu'en Côte d'Ivoire, on a déjà des lycées professionnels, des centres de métiers? Absolument pas. Quand vous lisez le rapport de l'Éducation nationale de 2019, plus de 2 millions des élèves sont dans l'éducation, la formation générale. Et dans la formation technique, vous avez un peu plus de 40 000 personnes. Et les 40 000 personnes, les établissements qu'ils fréquentent, 1% seulement des établissements sont publics. Ça veut dire que les établissements publics techniques en Côte d'Ivoire, c'est 1% et à moins de 40 000, enfin autour de 40 000 élèves. Ça veut dire que l'État n'investit absolument pas dans l'enseignement professionnel et technique, alors qu'on ne fera pas tous des masters, alors que 80% de ces élèves s'arrêteront dès le collège ou dès le lycée. Il faut impérativement reformer cela et introduire les différents métiers
dès le collège et le lycée, et surtout les valoriser. Parce que quand vous êtes menuisier, maçon, etc., est-ce qu'on vous considère autant que l'avocat, le juge, etc. Il faut que ces métiers soient valorisés. D'accord, donc en définitif, que compte faire le leader pour sortir la jeunesse de Côte d'Ivoire de la précarité? Alors, contrairement aux autres partis, nous, l'on ne compte pas investir massivement ou faire des prêts pour pouvoir créer des entreprises, mais l'on compte créer les conditions à la fois éducatives, à la fois bancaires, à la fois au niveau de l'assainissement de l'environnement des affaires, pour permettre aux gens de vivre beaucoup plus dignement. Voilà, donc on vient là d'aborder la question, je dirais, essentielle du chômage, de l'employabilité des jeunes en Côte d'Ivoire. Un autre point, ça sera avec Miss Sarah Michel, et là on parlera d'immigration clandestine. D'accord, donc nous allons aller direct. Selon l'Organisation internationale pour la migration, OIM, les migrants ivoiriens qui tentent de gagner l'Europe sont au 3e rang, on va dire, dans l'Afrique de l'Ouest, juste après le Nigeria et la Guinée. Mais ce qui nous concerne ici, on va parler de l'immigration clandestine. Vous, en tant que jeune leader, voilà, du parti leader, qu'est-ce que vous proposez comme politique pour éradiquer ce phénomène qui touche majoritairement les jeunes? Oui, malheureusement, de nombreux jeunes tentent de regagner l'Europe au péril de leur vie. Et je crois que les solutions que propose Leader sont fonction justement du problème qu'il y a en Côte d'Ivoire. Le problème qu'il y a en Côte d'Ivoire, c'est d'abord le problème de chômage, d'absence de travail. Mais au-delà de cela, on a un pays qui ne fait plus rêver. Même lorsqu'on est inscrit, même lorsqu'on est en Côte d'Ivoire, on ne rêve pas, on n'a même plus la possibilité de rêver. Le pays ne fait pas rêver parce que les perspectives semblent ne pas être intéressantes, nonobstant le fait que notre pays fasse de la croissance à près de 8% chaque année. D'après les chiffres. D'après les chiffres. Alors, pour nous, à Leader, il faut absolument restaurer ce rêve. Et le rêve qui est brisé, il a été brisé à la suite de tout ce que nous avons connu en Côte d'Ivoire, les guerres, les crises, maintenant la pauvreté qui touche près de 46% de la population selon le FMI. Et pour nous, nous estimons que ce sont ces choses-là qu'il faut restaurer. Premièrement, par la gestion plus saine des affaires publiques. Parce que les gens se disent, quel que soit le business que je vais faire, si je ne connais pas un tel, si je ne connais pas celui-là, je sais que mon affaire ne va pas marcher. Donc, il y a ce climat d'impunité, de connivence au niveau de la gestion de l'État qui est complètement nécessaire à assainir, qu'il faut assainir. À côté de cela, il y a les possibilités qui s'offrent aux différentes personnes. Quand moi je vais à l'école et que je m'arrête en 4e, qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que je peux faire et comment on me considère dans la société? Si on me considère comme étant un raté, quelqu'un qui ne peut rien faire d'autre que de petits métiers, ou même qu'on considère mes petits métiers comme de vils métiers, il est clair que je vais chercher à aller à l'extérieur. Si vous permettez, il y a une toute petite anecdote. Il y a un monsieur qui est cordonnier à Daloa et qui fait des chaussures, qui fabrique des chaussures. Il donne 200 000 francs à sa grande famille pour que sa grande famille puisse vivre. Mais ils ont un frère qui est allé en exil, qui a finalement pu avoir des papiers et qui envoie 100 €, à peine un peu plus de 60 000 par mois. Mais quand les 100 € arrivent, toute la grande famille en joie parce qu'on va prendre les papiers pour aller retirer à Western Union, etc. Et le type, il a finalement décidé de partir lui aussi en Libye. Il gagnait bien sa vie, il nourrissait sa famille, mais parce qu'il n'y a pas de valorisation du travail qu'il fait, il a décidé de s'en aller. Donc, il y a ça, la dignité que l'on donne à ces différents types de travailleurs. Si cela est enseigné dès nos lycées, si ces métiers sont valorisés, si les élèves ont la possibilité de faire des stages d'immersion dans ces différents types d'ateliers, ils comprendront que ce sont des métiers comme des autres qui doivent être valorisés et promus. Donc, voilà quelques-unes des idées que Leader entend mettre en œuvre qui vont justement dissiper tout doute que l'on a et puis penser à une Côte d'Ivoire qui puisse faire rêver demain. D'après ce que les jeunes qui ont recours à l'immigration clandestine donnent comme argument, c'est très difficile d'obtenir un passeport. On va dire même pas le passeport encore, c'est possible. Voilà, mais le visa, c'est super difficile. Alors, qu'est-ce que vous proposez? Parce que si le visa est difficile, on ne peut pas l'avoir, alors ils préfèrent avoir recours à l'immigration clandestine. Qu'est-ce que vous proposez? Il n'y a pas que la difficulté du visa. Il n'y a pas eu de réforme majeure au niveau de l'obtention du visa ces 10 dernières années. Mais en revanche, ce qui a été détérioré, c'est le rêve et la capacité de la Côte d'Ivoire de donner du boulot à ces différents jeunes. Donc, si cela est restauré et que la Côte d'Ivoire fait davantage rêver, à ce moment-là,
clairement, le nombre de demandeurs de visa et d'asile aussi qui a grimpé ces dernières années vont incontestablement baisser. Donc pour vous, il faut faire de sorte à ce que la Côte d'Ivoire fasse rêver en nous donnant du travail, en mettant fin à tout ce qu'il y a comme insécurité et tout. D'accord. Les gens ne fuient pas les États-Unis pour venir en Côte d'Ivoire et puis ne se plaignent pas des problèmes de visa pour entrer en Côte d'Ivoire. C'est parce qu'on veut un lendemain meilleur. Et lorsqu'on a cela ici, il n'y a aucune raison de s'en aller. Il y a aussi la question de la monnaie. En Europe, la monnaie, vous avez même donné une anecdote qui concerne le jeune qui était ferronnier. C'est ça. Voilà, il y a arrivé en Europe, cordonnier, qui envoyait de l'argent ici. Ça devenait tout de suite énorme. Alors, est-ce que ces jeunes-là ne vont pas en Europe parce que voilà, là-bas, la monnaie est super importante par rapport à ici? Il est clair que l'un des chevals de bataille des leaders, c'est de changer le franc CFA, mais ce n'est pas exactement ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il envoyait moins. Il envoyait 100 euros. Ça faisait à peu près 60 000 francs ici, mais c'était moins que les 200 000 oui, que mais le 100 euros, c'est ici, estimé ça à 100 francs. Voilà. 100 francs Tout en à fait. Europe. Dès l'instant que ça arrive ici en Côte d'Ivoire, ça devient important. Il est clair que notre système monétaire n'est pas efficace. Leader, on le dit depuis la création justement du parti. Tant qu'on sera adossé à l'euro, arrimé à l'euro, et qu'on n'aura pas un franc qui est flottant, mais qui est plutôt fixe, il n'y a aucune marge de manœuvre, il n'y a aucun levier sur lequel on peut appuyer pour pouvoir juguler notre économie et faire correspondre notre niveau économique à notre monnaie. Et c'est clair qu'on part handicapé avant même que la compétition n'ait commencé. Donc c'est important aussi la question de la monnaie. C'est impératif de changer la monnaie. On a espéré qu'avec la tentative de création de nouvelles monnaies de l'euro, les choses allaient changer, mais malheureusement, un certain nombre de chefs d'État restent très attachés à l'héritage colonial et finalement, on n'avance pas beaucoup. Merci. Voilà donc Ange Gnoré, quant à lui, va nous parler des questions de réconciliation nationale, mais surtout des élections présidentielles apaisées en 2020. Voilà, donc le responsable de Leaders est à toi, cher confrère. Arnaud Goyi, on va parler des élections de 2020, on va parler de la situation. Mais avant, permettez que je pose une question sur le sujet de tout à l'heure. L'immigration clandestine. Voilà, de l'immigration clandestine. Vous avez parlé de rêve, il n'y a pas de rêve aujourd'hui. Et on sait que le sport attire beaucoup de jeunes aujourd'hui. Et le sport est une pratique de jeunes, je vais dire, précisément le football. Est-ce que vous avez une politique sportive au niveau du leader ? Oui, bien sûr. Si vous l'avez remarqué, lorsqu'on parlait des nécessités, lorsque je parlais des nécessités qu'il faut pour pouvoir définir une école, définir le standard d'une école, j'ai parlé de salle de sport ou de terrain de sport. Justement parce que le sport doit être placé au cœur des activités dès le collège. Quand vous regardez la NBA, vous savez que la division inférieure aux États-Unis au niveau du basket, je suis fan de basket, la division inférieure elle est justement l'équivalent de l'OHU ici. Et c'est à ça que l'on doit arriver dès le primaire, le collège, à faire en sorte que l'on ait des compétitions prisées. Et pour cela, il faut un investissement de l'État. C'est l'État qui, en partie, organise ces différentes compétitions. C'est l'État qui tente de mobiliser des partenaires pour ces différentes compétitions. Donc, il faut absolument joindre au système éducatif ou au système de formation le sport. Donc le sport, certainement comme un moyen de lutte contre l'immigration clandestine. Comme un moyen de lutte contre l'immigration clandestine, comme un moyen de lutte contre les maladies, parce que de plus en plus on fait des AVC parce qu'on ne fait pas beaucoup de sport, comme un moyen d'affirmation et puis comme un moyen également de respect des règles. Parce que si on ne respecte pas toujours les règles démocratiques, c'est peut-être parce qu'on n'a pas eu un cadre comme c'est le cas dans le sport où on est appelé à respecter les règles, respecter l'arbitre, être courtois, être fair play. Si on est fair play dans le sport, peut-être qu'on peut espérer avoir des élections beaucoup plus fair play. À Nogoï, il n'y a pas de politique sportive, il n'y a pas de politique éducative, il n'y a pas de lutte contre l'immigration clandestine sans une stabilité politique. On a quelques jours de 2020 et les discours haineux remontent de plus en plus à la surface. On sait ce qui se passe aujourd'hui avec le climat. Aujourd'hui, la simple invocation de 2020, ça fait très peur, et surtout à la jeunesse, parce que c'est les jeunes qui votent, c'est les jeunes qui s'affrontent, et ce sont eux qui subissent encore. Alors, qu'est-ce que vous avez pour proposer, pour rassurer la jeunesse ivoirienne aujourd'hui par rapport à 2020 ?
C'est les jeunes qui votent, j'en suis pas très sûr, parce que quand vous prenez la liste Qui électorale... devraient voter, on peut Qui devraient dire. voter, tout à fait. La liste électorale, moins de 19% de ceux qui sont électeurs sont jeunes. C'est paradoxal dans un pays où 77% de la population a C'est moins de... peut-être l'une des choses qui menace 2020. Tout à fait. Les menaces de 2020 sont diverses et nous appelons justement le gouvernement principalement, les autorités en place à faire les différentes réformes nécessaires pour pouvoir avoir un cadre des élections complètement assaini. Vous ne pouvez pas aller à des élections où personne n'est d'accord avec la commission qui organise les élections, où on n'a pas de fichier électoral, où on n'a pas de carte d'identité, on est à moins d'un an des élections. C'est complètement inadmissible. Alors on va aller pas à pas. Élection, CEI, qu'est-ce que Leader propose? La jeunesse du Leader. Au niveau de Leader, ce que nous proposons dans la CEI, c'est premièrement que tous ceux qui sont acteurs politiques se retirent de la commission électorale indépendante. On ne peut pas avoir une commission électorale indépendante et des acteurs pour les élections qui sont en même temps arbitres pour l'élection. C'est complètement anormal. Deuxièmement, la réforme que nous exigeons au niveau de la CEI, c'est l'indépendance financière. La CEI, par exemple, au niveau de l'enrôlement, la loi dit que l'enrôlement doit se faire chaque année. La CEI fait un budget pour dire voilà l'enrôlement que l'on veut faire chaque année, mais le gouvernement refuse parce que, pour un certain nombre de raisons, mais en tous les cas parce que la CEI n'a pas d'autonomie financière. Chacune de ces actions est dictée finalement par la présidence ou le ministère de l'économie. C'est de toutes les façons pareil. Donc ce qu'il faut, c'est donner une autonomie financière à la CEI que la loi prévoit directement. Que lorsqu'on vote le budget, la loi de finances annuelle, on prévoit directement le montant qui est alloué au fonctionnement de la CEI et la CEI peut directement toucher ses fonds sans avoir besoin de l'aval du ministère de l'économie. Ça, c'est la deuxième réforme. Troisièmement, quand vous regardez le code électoral, le président prend plus de 10 décrets dans l'organisation des élections. Même la taille le président de la République? Le président de la République, tout à fait. Même la taille de la photo du candidat sur le bulletin est décidée par décret. Enfin, on ne peut pas aller à une élection qui est complètement pilotée par D'accord, c'est très intéressant, mais on va revenir au contexte actuel. On va revenir donc à la question de la CEI. Aujourd'hui, selon le gouvernement, il faut 5 000 francs CFA pour avoir la carte nationale d'identité qui est un préalable à la carte d'électeur. C'est pour certains partis politiques, il faut forcément plus parce qu'il y a beaucoup d'autres papiers à joindre. Qu'est-ce que la jeunesse du Leader dit là-dessus? On est assez stupéfait que dans notre pays qui va super bien, qui a l'aube de l'émergence et on a une croissance de près de 10%, on demande aux électeurs de payer la carte nationale d'identité. Ça contraste quand même avec les discours qui nous sont servis. Il faut simplement que la carte soit gratuite. Les différents documents qui sont demandés pour pouvoir avoir la carte nationale d'identité ont un coût. La carte d'identité elle-même a un coût. Et pour des populations dont 46-47% vivent avec moins de $1 par jour, c'est complètement inacceptable. Ce n'est pas 3% de la population, c'est près de 50% de la population qui vit avec moins de $1. Donc il faut simplement rendre les cartes gratuites. Et où l'État va trouver l'argent, l'État sait où trouver. Il fait 8% de croissance. Une dernière chose. Supposons que la commission électorale indépendante reste dans cette configuration. Supposons que les CENI, la majorité des jeunes, sinon des Ivoiriens, n'ont pas eu les moyens de faire les CENI et que le régime en place décide d'organiser les élections dans ces conditions. Qu'est-ce que la jeunesse du Leader fait? Je ne partage pas votre pessimisme. Je suis convaincu que... Si ça arrivait, je suis convaincu que les précédents dans notre pays nous ont suffisamment servi de leçon et que les réformes qui doivent être faites pour que nous allions aux élections seront faites. À défaut, il est clair... Oui, à défaut. À défaut, il est clair que ce sera difficile d'organiser des élections dans un tel contexte. N'oubliez pas que les élections sont un moment qui doit être consensuel. C'est pour cela que, notamment, les textes de la CEDEAO interdisent, les textes de la CEDEAO, par exemple, interdisent qu'à l'approche des élections, on touche aux lois électorales ou à la Constitution, justement parce qu'il faut un consensus de la classe politique en Côte d'Ivoire. Les élections ne sont pas faites pour une personne, ils sont faits pour l'ensemble des acteurs. Il faut que les acteurs au moins soient d'accord. Et je crois qu'on va y arriver. Si le gouvernement ne va pas dans ce sens, on aidera le gouvernement à prendre les réformes idoines. Vous parliez tout à l'heure de la CEDEAO. La CEDEAO est là, elle surveille les choses, mais les élections en Afrique et en Afrique de l'Ouest, là où la CEDEAO est, parce que c'est une organisation sous-régionale, les élections sont toujours organisées et mal organisées et les crises sont toujours là. C'est pour ça que je pose la question. Si le gouvernement, le régime décide d'aller aux élections dans ces conditions, on fait quoi?
au leader. Aller aux élections sans consensus de la classe politique, c'est préparer une crise. Clairement, c'est préparer une crise. Et comme je suis convaincu qu'on a tiré la leçon des crises précédentes, je crois et j'espère que nos autorités remettront sur la table la commission électorale et qu'on aura une commission consensuelle. Merci Arnaud Goï. Voilà, donc merci Monsieur Arnaud Goï, voilà, responsable de la formation et de l'idéologie du leader Liberté et démocratie pour la République, pour avoir répondu à nos différentes questions. Merci aussi à vos chers collaborateurs, je dirais collaboratrices, Jennifer Ollier, Sarah Michel, sans oublier Ange Ignoré. Voilà, merci à vous, Abraham. Oui, non, elle. Collaboratrice et collaborateur Ange Ignoré. Voilà, donc Abraham Gentea a modéré cet échange. Merci à mes jeunes de nous avoir suivis. Restez toujours connectés à votre fréquence qui bientôt va envahir les ondes ici à Abidjan. Radio Mosaïque, bye et à la semaine prochaine. L'arbre à palabre. L'arbre à palabre. Jeunes de Côte d'Ivoire, votre émission de débat constructif parce qu'il vaut mieux débattre que de se battre. L'arbre à palabre, une production du Studio Mosaïque, réalisée avec l'appui de Deutsche Welle Academy, financée par la coopération allemande.